Le premier signe que quelque chose n'allait pas a été la façon dont mon téléphone a explosé de messages au moment même où j'ai annoncé à mes parents que j'avais tout perdu. Le texte de ma mère ne demandait pas si j'allais bien, il disait simplement que nous devions parler en privé. Je m'appelle Amélie Girard, j'ai 32 ans et je suis la fondatrice d'une start-up technologique que j'ai bâtie à partir de rien à Paris. Des nuits blanches, des amitiés sacrifiées, des vacances annulées, je pensais qu'en vendant ma société pour 18 millions d'euros j'achèterais enfin la paix, mais à la place, cela n'a acheté que le silence. À l'instant où j'ai raconté à mes parents le mensonge que mon avocat m'avait conseillé de dire, le monde autour de moi a basculé. Mon père n'a même pas pris la peine de m'appeler pour prendre de mes nouvelles, il a envoyé un message glacial me disant de ne pas rentrer à la maison car il ne pouvait pas assumer mon imprudence. Mon imprudence alors qu'ils n'ont jamais demandé comment j'avais fait pour réussir. Mais ce qui m'a effrayé n'était pas ce qu'il disait, c'était ce qu'il ne disait pas. Mon avocat, Maître Bastien, m'avait prévenu de le faire ce soir-là puis de regarder qui me contacterait en premier. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que ma cousine Chloé m'envoie une capture d'écran à 3 heures du matin montrant un groupe de discussion familiale privée dans lequel je n'étais pas censée être. En haut, ma mère avait écrit quelque chose qui m'a retourné l'estomac en disant que c'était leur chance. Mes mains tremblaient alors que je fixais le message de ma mère. Une chance pourquoi exactement? En dessous, le reste de ma famille intervenait comme des vautours tournant autour d'une proie fraîche. Mon oncle Raymond disait que si j'étais ruinée j'étais inutile et qu'il fallait retirer les documents avant que je ne m'en rende compte. Mon père ajoutait qu'il fallait agir vite et ne pas me parler de la fiducie. Ma sœur Léa ricanait en disant qu'elle savait que j'allais m'effondrer et que je n'avais jamais rien mérité de tout cela. Les mots documents de fiducie m'ont frappé comme une douche froide. J'avais bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros seule et les personnes qui m'avaient élevé prévoyaient de m'écarter de quelque chose dont j'ignorais l'existence. L'avertissement de mon avocat résonnait dans ma mémoire me disant que mes parents ne fêtaient pas mon succès mais qu'ils le calculaient. Il m'avait dit de faire exactement ce qu'il disait pour voir leur vrai visage et il avait raison. Car à 7h14 précise ma mère a appelé non pas pour me réconforter mais avec une voix répétée qui ressemblait soudain à celle d'une étrangère. Elle m'a appelé ma chérie et a dit que je devais passer à la maison aujourd'hui car il y avait des choses à régler. Elle ne savait pas que j'avais vu les messages, elle ne savait pas que j'étais au courant pour la fiducie et elle ne savait certainement pas que je n'allais pas venir seule parce que Bastien m'avait dit exactement ce qui allait se passer ensuite. J'ai conduit vers la maison de mes parents à Versailles avec une boule au ventre pendant que la voix de mon avocat se rejouait dans ma tête me disant qu'au moment où ils me penseraient ruinée ils montreraient leurs intentions. Observer et ne pas réagir était facile à dire mais difficile à faire quand la trahison coule dans vos veines comme du poison. Ma maison d'enfance paraissait plus petite que dans mes souvenirs ou peut-être avais-je simplement dépassé la version de moi-même qui mendiait autrefois leur approbation. Quand je suis entrée l'atmosphère était rigide comme s'ils avaient répété chaque respiration. Ma mère ne m'a pas serrée dans ses bras, ne m'a pas touchée et ne m'a même pas proposé de m'asseoir. Elle a simplement fermé la porte et a chuchoté que nous n'avions pas beaucoup de temps car mon père allait chercher les documents. Mon père est apparu avec une enveloppe épaisse avec mon nom imprimé dessus sans croiser mon regard ni sourire. Il m'a ordonné de signer en disant que c'était mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde sauf pour moi. Léa était assise sur le canapé les bras croisés avec un sourire suffisant comme si elle attendait ce moment depuis des années. Ma mère a ajouté que j'avais fait une énorme erreur comme toujours. L'enveloppe me semblait lourde, trop lourde, et quelque chose à l'intérieur n'allait pas du tout. En l'ouvrant une phrase m'a sauté aux yeux et ma vue s'est brouillée sous le choc en lisant révocation des droits de bénéficiaire. Ma propre famille m'écartait totalement. Mon souffle a quitté mon corps dans une expiration glaciale. Il n'avait même pas essayé de dorer la pilule. Mon père m'a enfin regardé mais ses yeux étaient d'un calme mortel comme s'il ne s'agissait pas d'une trahison mais d'une simple affaire commerciale. Il m'a dit que j'étais instable et que j'avais fait des choix imprudents et que la fiducie avait besoin de protection. Ma mère s'est approchée en baissant la voix comme si elle consolait une inconnue dans le bus en disant que si je signais maintenant il ne poursuivrait pas la clause pénalisant les héritiers irresponsables. Tant de mots compliqués pour dire une seule chose, il pensait que j'étais ruinée et il voulait que chaque centime soit verrouillé loin de moi avant que je ne puisse y toucher. Léa n'a pas pu s'empêcher de remuer le couteau dans la plaie en disant que je devrais être reconnaissante car je suis nulle avec l'argent et que j'avais gaspillé 18 millions en un week-end.
Le mensonge qu'il croyait et que Bastien m'avait dit de raconter avait fonctionné. Mais ensuite est venu le moment de l'humiliation qui m'a brûlé comme une marque au fer rouge. Léa a levé son téléphone et m'a filmé en disant à haute voix de regarder la millionnaire qui a tout perdu pour envoyer la vidéo au groupe familial. Tout le monde a ri sauf moi car derrière eux la porte s'est ouverte et maître Bastien est entré. Le rire s'est éteint instantanément quand il a pénétré dans le salon avec son costume impeccable, sa mallette en cuir et son expression de pierre. Mon père s'est redressé, ma mère s'est figée et Léa a baissé son téléphone soudain incertaine. Bastien a parlé calmement en disant bonjour et qu'il voyait qu'ils avaient commencé sans lui. La voix de ma mère tremblait en demandant ce qu'il faisait là. Il a posé sa mallette sur la table en expliquant qu'Amélie n'avait pas perdu 18 millions d'euros mais qu'elle avait suivi ses instructions juridiques pour révéler la vérité sur les intentions de cette famille. Le silence est devenu épais et tangible. Mon père a eu un tic à la mâchoire en demandant de quelle vérité il parlait. Bastien a fait glisser un dossier sur la table beaucoup plus épais que leur enveloppe contenant des transferts bancaires, des courriels et des lettres notariées portant toutes leurs signatures. Bastien m'a regardé en expliquant que mes parents avaient tenté de détourner la fiducie familiale vers un compte privé au nom de ma sœur et que si j'avais signé ces papiers aujourd'hui tout ce que ma grand-mère avait construit aurait été définitivement transféré hors de ma portée. Le visage de ma mère est devenu livide et elle a bégayé que c'était sorti de son contexte. Bastien a penché la tête en précisant que la clause pénalisant les héritiers irresponsables qu'ils avaient mentionnée était une clause qu'il avait lui-même écrite et qu'elle s'appliquait aux administrateurs frauduleux et non aux bénéficiaires. Léa a dégluti difficilement alors que ses joues perdaient toute couleur. Ma douleur s'est transformée en clarté puis en résolution. Ma vengeance ne serait pas bruyante mais légale, précise et chirurgicale. Bastien m'a fait un signe de tête pour commencer et j'ai pris une lente inspiration. Mes parents me regardaient comme des animaux acculés, en colère et effrayés, croyant encore pouvoir s'en sortir par la parole mais ils ne le pouvaient plus. J'ai posé l'enveloppe non signée sur la table basse et j'ai dit doucement que c'était eux qui allaient signer quelque chose aujourd'hui. Léa a ricané en disant que je ne pouvais pas les forcer mais Bastien a levé la main en affirmant qu'elle le pouvait. De sa mallette il a sorti de nouveaux documents officiels et dévastateurs. Il a présenté à mes parents la démission formelle de leur droit d'administrateur avec effet immédiat en précisant que tout refus déclencherait un audit judiciaire de chaque compte qu'ils avaient touché au cours des 15 dernières années. Le visage de mon père s'est tordu de rage en disant que je n'oserais pas mais Bastien a répondu sans ciller de ne pas nous tester. Je les ai regardés s'effondrer, d'abord la colère, puis la peur, puis la réalisation qu'ils étaient piégés par leur propre cupidité. Les mains de ma mère tremblaient violemment en regardant les papiers et elle m'a supplié en disant qu'ils essayaient seulement de m'aider mais je les coupais en disant qu'ils essayaient de me voler et de m'humilier. Léa s'est avancée en disant que je ne pouvais pas tout leur prendre mais je me suis tournée vers elle lentement en répondant que je ne prenais pas tout mais juste tout ce qui n'avait jamais été à eux. La pièce est devenue silencieuse et mes parents ont saisi les stylos. C'est alors que Bastien m'a chuchoté de me préparer car il n'avait pas fini de se battre. Mon père a jeté le stylo après avoir signé en me fustigeant du regard avec une rage que je n'avais pas vue depuis l'enfance en criant que je détruisais la famille. Je n'ai pas bronché en lui répondant qu'il l'avait détruite au moment où l'argent comptait plus que sa fille. Léa s'est interposée avec une voix brisée par le désespoir en disant que si ses parents perdaient le contrôle de la fiducie elle perdrait sa rente, son appartement et sa voiture. Voilà enfin la vérité, ni amour ni loyauté mais juste de la dépendance. Bastien a croisé les bras en annonçant qu'Amélie était désormais la seule administratrice et que tout versement discrétionnaire serait sa seule décision. Les visages de ma famille se sont vidés de toute expression d'un coup. Ma mère a attrapé mon poignet avec des larmes dans la voix en disant qu'il m'avait élevé et tout donné mais j'ai dégagé mon bras doucement en répondant qu'il m'avait donné la vie mais pas l'amour ni la loyauté. Mon père a tenté une dernière tactique de menace en disant que je le regretterais car l'argent ne remplace pas la famille mais j'ai soutenu son regard en disant que la trahison ne la remplace pas non plus. Défaits et acculés ils ont signé l'abandon de leurs droits. Mais juste quand je pensais que c'était fini Bastien s'est penché pour me murmurer qu'il y avait une dernière chose que je n'avais pas encore vue, quelque chose que ma grand-mère avait laissé uniquement pour moi. La pièce s'est figée devant ce dernier secret. Bastien a sorti une petite enveloppe de velours vieilli couleur ivoire scellée à la cire. Mon cœur a raté un bond.
Il m'a dit que cela lui avait été confié par ma grand-mère pour ne me le donner qu'après que mes parents auraient révélé leurs véritables intentions. Ma mère s'est précipitée pour m'empêcher de voir, mais j'ai levé la main et pour la première fois de ma vie elle a obéi. J'ai brisé le sceau et à l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et une seule clé. L'écriture cursive de ma grand-mère était comme une main posée sur mon épaule disant qu'elle avait toujours su que ma force viendrait de ma capacité à survivre à ce que les autres tenteraient de briser en moi. Elle écrivait que tout ce qu'elle avait construit était à moi mais que cette clé était le véritable héritage. Sous la lettre se trouvait un second document, l'acte de propriété d'un domaine privé dans le Luberon en Provence valant plus que la fiducie elle-même. Ma grand-mère savait, elle avait vu cette trahison venir des années avant moi. La voix de mon père s'est cassée en demandant si sa mère m'avait laissé cela. Pour la première fois je n'ai rien ressenti envers eux, ni colère ni tristesse, juste de la distance. J'ai plié la lettre, glissé la clé dans ma poche et je me suis levée. Cette famille s'est détruite elle-même et je ne faisais que m'éloigner des ruines. En sortant de la maison alors que le soleil du matin inondait l'allée, Bastien m'a dit que je n'avais pas perdu 18 millions mais que j'avais gagné ma liberté. J'ai hoché la tête en respirant enfin et j'ai promis que je ne laisserai plus jamais personne acheter mon silence. Cette histoire nous montre à quel point l'argent peut agir comme un révélateur de personnalité, transformant parfois les liens du sang en de simples transactions financières. La trahison familiale est l'une des épreuves les plus difficiles à surmonter, mais c'est aussi souvent le point de départ d'une véritable émancipation personnelle. En France, les questions d'héritage et de succession sont souvent taboues et complexes, mais elles mettent en lumière les valeurs réelles qui soudent ou divisent une famille. Amélie a dû perdre l'illusion de l'amour parental pour gagner sa propre liberté et découvrir l'héritage protecteur de sa grand-mère. C'est une leçon sur la résilience et l'importance de s'entourer de personnes de confiance, comme son avocat, face à la cupidité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'argent finit toujours par corrompre les relations familiales les plus solides ou est-ce seulement le cas lorsque les fondations de l'amour ne sont pas sincères ? Auriez-vous eu le courage de tester votre propre famille comme Amélie l'a fait ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.